Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 2 décembre 2019, au sommaire ce soir. Nous irons à la gare de Bourg-Saint-Maurice où se déroulait ce lundi matin un exercice attentat grandeur nature. Une opération qui a mobilisé 300 personnes et qui a demandé 3 mois de préparation. L'idée principale étant de prouver qu'une bonne sécurisation des lieux favorise une meilleure intervention des secours. Et puis nous resterons en Savoie avec la réouverture de l'espace Malraux à Chambéry. Après 2 ans de travaux, la scène nationale savoyarde d'organiser une journée spéciale avec un concert et une inauguration officielle. Nous y étions. Mais avant cela, Bourg-Saint-Maurice se prépare au pire. Et oui, chaque année, les services de l'État organisent plusieurs exercices de sécurité en Savoie, dont un qui simule un attentat de grandeur ampleur. C'était le cas ce lundi matin en gare de Bourg-Saint-Maurice, où rien n'a été laissé au hasard. Car pour mettre en place cette opération, il a fallu 3 mois de préparation intensive. Fanette de Buton était sur place. Reportage. Au cœur de l'hiver, la gare de Bourg-Saint-Maurice ne désemplit pas. 15 000 voyageurs allés, 15 000 voyageurs retour sur un week-end. Mais à 10h25, ce matin-là, tout bascule. Tel est le scénario testé ce lundi matin. 300 personnes sont mobilisées. Parmi elles, 90 figurants, dont des élèves de la classe Citoyenneté Défense du lycée Louis-Armand de Chambéry. Je suis en train de faire un exercice et j'ai une plaie par balle à la cuisse et là en dessous du bras. Et je suis tombée aussi. Enfin, je suis en train de me vider de mon sang. C'est hyper intéressant, puis ça nous permet de voir la gendarmerie intervenir, les pompiers et tout. C'est notre milieu, donc c'est grave cool. Premiers sur les lieux, les 4 douaniers mobilisés traditionnellement sur la gare et 4 agents de la sûreté ferroviaire. C'est la première fois en France que ces derniers sont directement mobilisés sur un tel exercice. Pourtant, ce sont souvent les premières forces armées arrivées sur les lieux. Tous doivent se coordonner. En gros, 10 exercices par an. Sur cette thématique-là, il y en a un par an, sur l'exercice attentat. La dernière, nous l'avions fait au tunnel du Fréjus. Donc vous voyez, c'est quand même une habitude de travail que nous avons, mais qui à chaque fois se joue dans des conditions différentes, avec des difficultés différentes. Les gendarmes préparent l'assaut du train où sont réfugiés les terroristes. La procureure, qui doit établir la liste des victimes, se met en lien avec la cellule de crise au tribunal de Chambéry et le parquet national antiterroriste de Paris. Une quarantaine de victimes dans le hall, ensuite de 2 explosions qui se sont passées dans le hall de la Vers gare. 11h45, les victimes sont évacuées et prises en charge. Sur le parking de la gare, le point de rassemblement est mis en place, une véritable fourmilière où s'activent les différents services de secours. J'ai reçu un SMS de la cadre des urgences parce qu'ils ont déclenché le plan blanc à l'hôpital et donc ils rappellent tout le personnel de l'hôpital. Ça nous permet de faire le tri, de les placer soit en urgence absolue, en urgence extrême. Donc ça, les urgences absolues, urgence extrême et U1 et ensuite en urgence relative et ça permet de faire la liaison avec l'évacuation derrière, faire le tri des patients. Le rôle c'est de observer, savoir si c'est fluide au niveau de la prise en charge des personnes, savoir si tout le monde est bien décompté et de plus voir si tout le monde part avec une fiche médicale vers le bon endroit pour être évacué le plus efficacement possible. Pour les observateurs et les victimes, le temps d'intervention paraît long. Il aura fallu attendre plus d'1h15 pour que les secours puissent intervenir. Ce temps de sécurisation est l'un des enseignements du dernier exercice attentat réalisé l'an dernier au tunnel du Fréjus. Ça c'est vert, ça c'est orange, c'est complètement évacué. On ne peut pas envoyer les secours sur un site qui n'est pas sécurisé, au risque d'avoir un suraccident ou des pompiers qui seraient à leur tour victimes. On l'a vu d'ailleurs au tout début de l'affaire, quelqu'un qui était censé être blessé, était armé et a poignardé un policier qui intervenait sur site. Donc on est obligé de sécuriser. La doctrine, c'est de sécuriser les lieux et après faire intervenir les secours. La question que nous, on va regarder ensuite, c'est est-ce qu'il y a des endroits où on aurait pu gagner un peu de temps ? L'exercice se poursuit en gare de Bourg-Saint-Maurice. Viendra ensuite le temps du retour d'expérience. Il est attendu pour mi-janvier. Et en Haute-Savoie, on se prépare également, puisqu'un exercice de sécurité est prévu cette nuit dans le tunnel du Mont-Blanc. Un exercice qui entraînera la fermeture totale de l'ouvrage à partir de 19h ce lundi et ce jusqu'à 6h du matin, mardi 3 décembre. Il est donc fortement conseillé aux utilisateurs de se tenir informés sur les conditions de circulation via les différents supports de communication. La maison d'arrêt de Chambéry est en pleine surchauffe. Avec 129 détenus pour 61 places, l'établissement carcéral affiche un taux d'occupation de 211%, une situation intolérable et inquiétante pour les syndicats, Force ouvrière en tête. Il y a une dizaine de jours, ce sont même 17 personnes qui ont été incarcérées en une semaine au sein de la maison d'arrêt de Chambéry. Si la situation n'évolue pas, Force ouvrière prévoit une action d'envergure devant le palais de justice. Dans les prochaines semaines, on écoute Thierry Gidon, délégué Force ouvrière pénitentiaire. Il y a plusieurs raisons à la surpopulation carcérale. Donc, évidemment, il y a le manque de place. C'est une petite maison d'arrêt.
Il y a beaucoup de personnes qui sont régulièrement incarcérées, on a beaucoup d'individus qui viennent des pays de l'Est aussi, qui viennent grossir la population incarcérée. Et puis aussi, on a nombreuses petites peines. Et c'est là que le syndicat local Force ouvrière, les personnels sont agacés de voir que, si vous voulez, des petites peines sont pour 2 mois, 3 mois, sont incarcérés, ces individus sont incarcérés alors qu'il y a d'autres alternatives à l'incarcération, il y a des aménagements de peine qui peuvent être faits. Et c'est vrai qu'on en veut aux magistrats qui parfois, qui connaissent les conditions de détention de la maison d'arrêt de Chambéry, qui savent pertinemment qu'il y a 3 détenus par cellule dans 10 mètres carrés. Hein. Ça crée des tensions à la maison d'arrêt, ça crée des conflits de détenus, il y a des bagarres. On a quand même 18 nationalités différentes. La gestion est très difficile au quotidien. Les listes pour les élections municipales 2020 commencent à se former. On a appris ce samedi que François Astorg sera tête de liste de Réveillon Annecy. Le conseiller municipal écologiste a été officiellement présenté ce samedi après avoir été élu par la méthode dite du jugement majoritaire. François Astorg affrontera notamment Denis Dupertuis au premier tour de ces élections municipales le 15 mars prochain. Battu par Jean-Luc Régaud au second tour en 2014 sous l'étiquette de l'Union de la gauche, Denis Dupertuis conduira cette fois la liste des Annéciens. Après 2 ans de travaux, l'espace Malraux rouvre ses portes. Vous avez d'ailleurs pu suivre une visite exclusive de la scène nationale de Chambéry ce midi sur notre page Facebook. Les équipes étaient à pied d'œuvre toute la journée pour assurer l'ouverture au public à 14 h. 2 concerts des frères Capuçon, les célèbres violonistes chambériens, sont prévus ce lundi soir pour l'inauguration officielle. Victoria Lopez et Bastien Buteau ont suivi une visite organisée pour la presse ce matin. Reportage. Les petites mains s'agitent, la pression monte. Le public est attendu dans quelques heures dans le tout nouveau théâtre Malraux. Il rouvre ses portes après 2 ans de travaux de rénovation. C'est partagé entre un stress parce que j'ai envie que tout se passe bien et que les gens se sentent bien et apprécient en fait toutes les améliorations qui ont été apportées à ce théâtre qui a été fermé pendant 2 ans quand même. Et puis à la fois c'est un grand bonheur parce qu'aujourd'hui quand on parle du monde culturel, c'est souvent pour annoncer des mauvaises nouvelles, des baisses de subventions, des tensions ou autres. Et là c'est quand même un heureux événement. On réouvre un théâtre, un grand théâtre public, il est tout beau, tout neuf et ça veut dire qu'on y croit. Qu'on y croit qu'il y a besoin de théâtre, d'imaginaire, d'art dans un territoire. Dans la grande salle, le nombre de places reste le même. Les 935 fauteuils ont été changés pour plus de confort. Des espaces pour les personnes à mobilité réduite ont été aménagés près de la scène. Le bois et le béton ont permis d'améliorer l'acoustique de la salle. Mais la révolution a surtout eu lieu dans le hall d'entrée. Agrandi, plus ouvert, il accueille désormais un lieu de restauration et d'échange, la base. Alors du coup, la base, c'est vraiment la rencontre entre la scène nationale, du coup Malraux, un collectif de compagnies artistiques, l'endroit, et des entrepreneurs qui sont restaurateurs. L'idée, ça a été de créer une offre ensemble sur ce qu'on appelle un tiers-lieu, du coup un tiers-lieu culturel qui propose à la fois du coup une offre culturelle, des cultures au sens large, du coup on peut parler d'architecture, de débats de société, d'art et tout ça, et un restaurant et un bar. Tout simplement. Dans les étages, une nouvelle salle de répétition a également été rénovée et agrandie. Une salle de création a également vu le jour. Vous voyez, on l'utilise, on en fait un vrai laboratoire pour essayer d'écrire une performance qu'on va faire tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'utilisation la plus directe d'une salle de répétition, c'est chercher, être à l'endroit et de pouvoir mettre notre bordel et de pouvoir essayer des choses, savoir ce qu'il faut faire. Ce lundi soir, le théâtre Malraux rouvre ses portes avec des artistes locaux. Les frères Capuçon, violonistes à la renommée mondiale, sont ainsi les premiers à fouler les planches de la grande salle rénovée. On se quitte avec des images de la Yeti Race qui s'est déroulée ce dimanche à Tignes. Près de 900 courageux et courageuses avaient pris le départ de cette course pas comme les autres pour affronter le Yeti. Au programme, 12 km, 500 mètres de dénivelé positif et une dizaine d'épreuves originales. À noter la présence de plusieurs grands champions comme Fabien Galtier, les frères Guillaume et Bertrand Gilles, Élodie Clouvel ou encore Simon Fourcade. C'est la fin de ce journal. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve avec plaisir mardi pour un nouveau journal. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
Nous voilà déjà à la fin d'Accès Direct. Merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez dès 19h15 votre émission Voyons voir qui vous emmènera dans ce numéro au cœur du musée des tissus de Lyon pour se plonger dans l'histoire de Yves Saint-Laurent. Demain, je vous retrouverai même heure, même endroit pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Je recevrai Michael Marin du CITIA pour évoquer le festival du film d'animation version hiver, Paolo Lupo, le président de l'association des Jeunes Voix sans frontières, et Victor Davier en prévision des Safety Shred Days de Arèche-Beaufort. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.